Voilà, nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Bienvenue pour ce 30e à peu près webinaire organisé par JLL France depuis le début de ce confinement. Depuis le début du confinement en 2020, 30, 40 webinaires, ce n'est pas rien. Alors, je voudrais déjà profiter de ce moment pour remercier chaleureusement les équipes marketing et recherche qui organisent, animent et documentent ces webinaires. Merci aussi à tous les intervenants qui sont apparus depuis le début de ces événements. Nos intervenants du jour, justement, sont connectés et installés. Vous pouvez les voir. Alors, ils sont à distance, compte tenu de la situation sanitaire que vous connaissez désormais par cœur. Néanmoins, je vous présente par ordre d'apparition pour ce webinaire industriel intitulé Le pari de la relance. Thierry Doher, directeur agence industrielle Île-de-France, qui sera en direct du marché industriel Île-de-France. Olivier Durif, directeur agence industrielle logistique région, qui sera lui en direct du marché industriel lyonnais. Et Simon-Pierre Richard, directeur investissement industriel et logistique France, qui sera en direct du marché de l'investissement. Dans un second temps, pour aller un petit peu plus loin, Thierry et Olivier nous parleront des territoires d'avenir. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je vous indique que vous avez la possibilité de nous poser des questions en direct via un module Q&A ou un module chat. N'hésitez pas à les utiliser et si nous sommes dans les temps à la fin du webinaire, nos intervenants se sont engagés à répondre à vos questions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je donne tout de suite la parole à Thierry. Thierry, c'est à toi. Merci Grégoire de cette introduction. Alors, je suis ravi d'ailleurs de démarrer, j'ai l'honneur de démarrer ce webinaire. J'en suis très heureux car vous savez que la ligne industrielle est une ligne qui est un peu moins analysée. Hélas, on peut se poser la question d'ailleurs du fait que cette ligne ne soit plus transparente et plus analysée. Alors, je vais commencer forcément par quelques chiffres qui sont évidemment pas de très bons chiffres, comme vous le savez tous au niveau macroéconomique. Que faut-il noter dans ces éléments-là? Alors, bien évidemment, on avait eu une remontée du PIB. La version 2 du confinement nous ramène à une croissance quasi nulle. Donc, on a une forte chute sur l'ensemble de l'Europe, d'ailleurs, après le rebond du troisième trimestre. Sur l'emploi, bien évidemment, on passe de 7,1 à 9%. Donc là aussi, c'est une remontée très forte du chômage. Il est probable qu'à la fin de l'année, nous atteignions les 10% de chômeurs. Sur l'ensemble du territoire, il faut noter que la crise sanitaire a entraîné la destruction d'environ 680 000 emplois. Et simplement sur l'Île-de-France, on a 100 000 chômeurs de plus par rapport à décembre 2019. Ça, c'est un chiffre qui est arrêté à fin septembre 2020, ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année, on aura un nombre encore plus important de chômeurs sur la partie Île-de-France. Le climat des affaires, qui était donc un indice très intéressant à étudier, vous voyez que il a reperdu un petit peu en octobre, mais surtout sur novembre, il va descendre, il va perdre 11 points. Alors 11 points, c'est énorme, c'est-à-dire que le climat des affaires se dégrade. Moyennant quoi, il faut avoir une nuance dans cette approche sur le climat des affaires, en notant que il pointe particulièrement les services et les commerces, et que sur la ligne industrie de cet indice du climat des affaires, on ne perd que 2 points au mois de novembre, par rapport au secteur tertiaire et par rapport au secteur commercial. Rapidement, le PMI Market qui se dégrade par rapport à sa base de positive à 100, comme vous le voyez là, donc on redescend bien évidemment, et ça c'est un impact direct de la V2 du confinement. Et la production manufacturière, qui elle est arrêtée pour l'instant en septembre, avait pris un peu de positivité, mais elle va redescendre très sensiblement au mois de novembre. Donc ces chiffres sont pas excellents comme vous le savez tous, mais on va quand même vous montrer que l'industrie résiste et qu'en plus elle a un bel avenir. D'ailleurs, on aurait presque pu intituler ce webinaire, on a choisi le pari de la relance. On aurait également pu l'appeler l'industrie, l'espoir made in France. Alors, sur le slide d'après, on va rentrer directement dans le cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le marché, ici concentré sur l'Île-de-France, comme vous l'a annoncé Grégoire pour ma partie, et arrêté au chiffre du take-up à fin septembre. Alors, comme vous le voyez, vous avez un take-up de 520 000 mètres carrés. Alors, ce take-up de 520 000 mètres carrés est à mettre en concordance avec l'année dernière,
avec une baisse qui, du coup, est à 31% par rapport à la moyenne des 3 premiers trimestres de 2019. Il est à relativiser un tout petit peu par rapport à la moyenne décennale que vous voyez sur la ligne orange à 630 000 mètres carrés, puisque là, nous sommes en baisse que de 18%. Alors, ce qu'il faut mettre en perspective par rapport à cette baisse de take-up, qui, encore une fois, pour ceux qui connaissent un peu le marché tertiaire, est bien plus relative que l'immobilier de bureau, c'est le nombre de signatures. Le nombre de transactions en 2020 est à 528 et représente par rapport à la moyenne décennale un plus 3%. C'est-à-dire que on a une activité en deal qui est forte dans certains segments, comme vous le voyez en bas, et notamment sur le secteur des 0,750 mètres carrés. Ce secteur-là, il est en progression positive, comme vous voyez, en nombre de signatures. Là, on est en nombre de signatures, puisqu'on en a comptabilisé à fin septembre 337. Donc, on a une assez belle progression. Ce qui prouve que le tissu économique des PMI et des PME résiste et reste actif malgré cette crise sanitaire. Après, on n'est pas très différent, comme vous le voyez sur les créneaux médians, et il faut noter un plus fort retrait sur les grandes transactions, où là, c'est effectivement les plus gros deals qui manquent un petit peu à l'appel, puisque là, on constate une chute de moins 33% sur ce créneau des 4000 mètres carrés et plus. Toujours, bien évidemment, hors logistique, on reste sur des produits qui sont des produits non ICPE. Alors, ce qui est entraîné directement, c'est, vous voyez, l'incidence sur le panier moyen constaté en 2020. On était en 2019 sur environ 1300 mètres carrés de panier moyen et on le ramène en 2020 à 983, ce qui confirme exactement la tendance que j'évoquais dans le nombre de signatures en fonction des segments de surface. Alors, sur le slide d'après, on voit que la part des locaux neufs reste relativement stable, même si on constate une légère baisse, mais qui est plus liée à la moindre production de locaux neufs sur cette année 2020 par rapport aux années précédentes. Ce qu'on note aussi, c'est que vous voyez que la part des locaux rénovés, à la différence des bureaux, est quasiment nulle. Pourquoi? Parce que soit on loue des bâtiments en l'état en général, soit on part sur la production neuve, donc elle n'est pas très révélatrice. Voilà, cette part du neuf, elle pourrait être plus importante si, bien évidemment, on développait encore la mise en chantier de parcs d'activités neufs. Le rapport sur le slide suivant, voilà, là on note, et c'est assez révélateur, c'est ce qu'il faut retenir, le rapport s'inverse et il s'inverse en faveur de la location. Vous voyez qu'en pourcentage, on est à 69% de transactions qui sont locatives par rapport à 31% qui sont des transactions acquisitives. Et si là on est en volume, si on se place en nombre, on est à peu de choses près dans le même rapport de 67 à 33%. Alors, dans les graphiques de droite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un rapport équivalent, quel que soit le créneau de surface. Vous voyez, entre le 0,3000 et le plus de 3000, la part locative est à peu près équivalente aux alentours de 70%. Ce qui est plus intéressant, c'est l'historique décennal, c'est donc votre cercle intérieur, des camemberts qui sont à votre droite, et là où on voit que la forte compression des ventes par rapport à la moyenne décennale sur les plus de 3000 m². Alors ça s'explique, et ça on le constate depuis un certain temps, mais c'est très très révélateur sur 2020, par bien évidemment le manque d'offres, notamment sur les grands volumes à l'acquisition, et bien évidemment en parallèle la pression foncière qui contraint énormément le développement de nouveaux projets, que ce soit en développement promotion ou que ce soit en clé en main. Comment se place cette demande placée de 520 000 m²? Sur le slide d'après, nous voyons la répartition. Alors, le nord, tous les secteurs sont très majoritairement, comme vous le voyez, avec la majorité des prises à bail qui se fait sur la seconde couronne, de manière très significative. C'est assez logique, vous savez tous pourquoi. Ce qu'il faut noter quand même, c'est la résistance de la première couronne sur les secteurs nord et sud. Et vous voyez que nous avons encore, c'est donc la partie noire, 33% de deals qui se placent sur la première couronne nord périphérique à 86, encore 21% qui se placent sur la première couronne sud.
Ça se contraint énormément sur l'Ouest. Pourquoi? Parce que sur l'Ouest, les entreprises, la mutation territoriale les a obligés à quitter plus vite, bien évidemment, ces territoires de première couronne et se reporter sur la deuxième couronne. Vous avez aussi l'extra-francilienne qui commence à se développer et qui reste aussi très importante, notamment sur l'Ouest et notamment sur l'Est, qui est un marché qui est un peu plus en profondeur. Alors, quels sont les principaux segments qui ont animé un petit peu le marché cette année en termes de transactionnels? Alors, on n'a que trois facteurs trois secteurs qui progressent, comme vous voyez là. Alors, on a les nouvelles activités. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça correspond aussi à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'activité qui se fait sur les PMS. Et on a effectivement là un delta positif sur la création de nouvelles entreprises. Ces nouvelles entreprises, on constate d'ailleurs qu'entre les deux confinements, vous avez eu, par rapport à 2019, 9% d'augmentation de création de nouvelles activités industrielles. Et on le retrouve là, évidemment, dans le take-up que j'évoquais tout à l'heure. En régression, un petit peu négo-service, c'est assez large comme sectorisation. Et on sait que dans ce secteur de négo-service, vous avez énormément la partie bricolage B2C, qui, elle, a des progressions de 30% en termes de chiffre d'affaires. En progression également transport-distribution liée bien évidemment à la gestion de la crise sanitaire. Et dans le secteur autre, qui est un espèce de fourre-tout dans lequel il y a pas mal de choses, mais on retrouve aussi de la production manufacturière, on voit que là aussi, les indicateurs sont plutôt positifs. Sur les disponibilités sur le slide d'après, Grégoire, merci. Au niveau de disponibilité, on a une légère baisse, puisque les take-up ont été très bons ces 3 dernières années, donc on a une production neuve, bien évidemment, qui ne répond pas à l'ensemble encore de la demande. On a à peu près 1 800 000 mètres carrés disponibles, avec une part du neuf qui ne représente encore que 16%. La majorité se concentre encore sur le nord, comme vous voyez là, parce que c'est un territoire, bien évidemment, qui a la plus forte vocation, le plus fort passé industriel. Et c'est là où on trouvait également des fonciers disponibles en bonne quantité. L'Ouest, c'est un peu plus contraint, comme vous le voyez. Le Sud fonctionne bien plutôt sur un marché, comme je vous le disais, même en offre de seconde périphérie. L'Est est un marché un petit peu plus jeune et sur lequel le take-up est traditionnellement inférieur à celui des 3 autres secteurs géographiques. Les valeurs locatives moyennes observées. Alors, on avait constaté, sur le slide d'après, Grégoire, s'il te plaît, on avait constaté effectivement cette hausse très significative de 30% à peu près depuis 2017. Cette hausse était nouvelle, cette hausse était relativement récente, puisque avant on avait sur la ligne industrielle, de même que sur la ligne logistique, une espèce de linéarité des valeurs. La pression foncière, on fait en sorte qu'on peut considérer cette hausse de 30% depuis 2017. Alors, on arrive aujourd'hui donc à un loyer moyen sur l'intra 86 que vous voyez sur l'ensemble de l'Île-de-France, sur le graphique de gauche, à 136. On redescend sur la 86 francilienne à un peu plus de 100 euros. Et quand on passe la francilienne, on retrouve des loyers à 87 euros, qui étaient à l'époque des loyers de seconde couronne. Donc, ces 3 profondeurs de marché ont bénéficié de cette hausse des loyers. Sur les zooms à 86 que vous avez à droite, vous avez les loyers moyens, uniquement à 86 sur les 4 secteurs. Et on a une équivalence assez forte, comme vous le voyez là, entre le nord, le sud et la partie ouest. Un peu moins sur la partie est. Cela dit, c'est un indice qu'il faut prendre ici, enfin une valeur moyenne qu'il faut prendre ici avec précaution, puisqu'on a beaucoup moins de transactions sur la première périphérie est, et que donc chaque transaction a une incidence sur le calcul du loyer moyen. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les loyers ne sont aujourd'hui pas attaqués du tout par la crise que nous traversons, et la situation reste tout à fait à l'avantage des bailleurs dans ce contexte même dégradé. Sur le slide d'après, on va voir effectivement que cette observation est la même sur les prix de vente qui sont observés, qui là aussi ont subi, ont bénéficié, j'allais dire plutôt pour nous, d'une hausse sensible. Et on est sur la première couronne sur des valeurs moyennes de cession
de bâtiments industriels. Ça comprend à la fois le neuf, cette valeur moyenne, et bien évidemment des bâtiments de seconde main, à un peu moins de 1 800 euros. On atteint bien évidemment les 2 000 euros sur des sujets spécifiques, même vacants, même avec des gros capex travaux. On a sur la 86, la francilienne, une valeur moyenne aujourd'hui qu'on peut situer aux alentours de 1 100 euros. Et l'extra-francilienne, compte tenu de la rareté des offres disponibles à la vente, comme vous le voyez là, est néanmoins à 914 euros. Donc ces valeurs-là sont des valeurs, elles aussi, qui résistent bien malgré la crise économique qu'on l'on ressent. Alors, je crois que pour l'Île-de-France, je vous ai fait part à peu près des grandes tendances du marché. Encore une fois, on peut regretter, on a une data qui est assez précise, on regrette néanmoins, et je le redis souvent, que nous soyons quasiment le seul secteur avec le retail qui ne soit pas hémostaté. Contrairement à la logistique et au bureau, il faudra bien un jour qu'on travaille sur cette question. Et je passe la parole à mon ami Olivier, qui lui va vous parler du marché lyonnais. Merci Thierry. Bonjour à tous. Également ravi de parler avec vous d'industrie ce matin et donc dans un premier temps du marché des locaux d'activité, locaux industriels en région lyonnaise. Donc je vous propose de passer en revue les principaux indicateurs que vous connaissez tous. Le marché lyonnais est un marché certes plus modeste que le marché parisien. En revanche, nous constatons que nous sommes en présence d'une activité qui est très solide. Nous sommes le premier marché de région, certes, et il convient aujourd'hui de regarder les différents indicateurs en cette année compliquée. Première satisfaction, nous constatons que nous sommes donc à la fin de septembre, fin du troisième trimestre 2020, au-delà de la moyenne décennale. Moyenne décennale calculée à hauteur de 239 000 mètres carrés. À fin septembre 2020, nous constatons 261 000 mètres carrés placés. Voilà, donc premier constat, le marché lyonnais est un marché très solide, comme je le disais, et qui a bien résisté aux différents événements que nous avons connus cette année. En termes de nombre de transactions, nous sommes même en progression, encore plus nette, plus 8% de ce que nous constatons, 240 transactions sur les 3 premiers trimestres. Également, et ça c'était une petite surprise, nous constatons un panier moyen en évolution, en augmentation. Ce panier moyen est même supérieur au panier moyen que nous avons constaté en Île-de-France. 1090 mètres carrés ont été transactés en moyenne. Donc, je vous ai parlé de la volumétrie, 262 000 mètres carrés placés sur 3 trimestres. Attardons-nous sur le nombre de transactions et nous constatons qu'également en termes de nombre de transactions, nous sommes sur les mêmes équilibres que les années précédentes, puisque donc nous sommes sur un trend de 240 transactions sur 3 trimestres. Si nous transposons ça, nous devrions être à 330, 340 transactions sur cette année, et donc ça constituera également une année supérieure aux moyennes décennales. Voilà. Regardons ce qui se passe au niveau des segmentations de surface. Je voudrais voir si tu veux bien. Merci. Donc là, attention, vous pourriez avoir en première intention un problème de lisibilité. L'ensemble des histogrammes prennent 4 trimestres. Et là, nous en avons que 3. Donc c'est pour ça qu'en 2020, vous pouvez vous imaginer dans un premier temps qu'il y a eu une baisse. Non, pas du tout. Nous sommes sur donc les 262 000 sur les 3 trimestres, avec cette répartition, cette ventilation en fonction de segmentation. En noir, 0,750 mètres carrés, où là, nous voyons que nous sommes cependant en retrait sur cette segmentation. Donc là, ça correspond aux parts d'activité. Sur 3 trimestres, on a fait à peine la moitié de ce qui se passe sur une année civile. Même constat sur la segmentation 750-1500 mètres carrés, où là, nous commençons à rentrer sur des bâtiments un petit peu indépendants, indépendants sur leur terrain. Donc là, nous ne sommes même pas à la moitié de ce qui était placé l'année dernière, sur la totalité des 12 mois. En revanche, nous revenons dans la norme sur les bâtiments entre 1500 et 4000 mètres carrés. Et nous voyons que nous sommes aux 3/4 de l'année 2019. Et surtout, une forte augmentation des transactions supérieures à 4000 mètres carrés. Puisqu'à la fin du troisième trimestre, nous avons déjà dépassé de plus de 25% ce qui avait été constaté au titre de l'année 2019. Sur ce rapport, le rapport location-vente sur ces deux segmentations qui se portent bien, là également nous avons une surprise parce que traditionnellement nous sommes plutôt sur des réflexes en acquisition et nous constatons que l'année 2020 a été plutôt portée sur ces deux segmentations, encore une fois, sur la location. Voilà. Donc là, il y a différents événements qui peuvent justifier ce phénomène-là, cette augmentation des locations. C'est à la fois des clients allocatifs, et à la fois des actifs qui sont de plus en plus réglementaires dans leur recherche. Quand on adresse un sujet industriel de grande importance, très rapidement, on se heurte à tout ce qui est ICPE, etc. Et là, on est en présence d'objets qui sont souvent
propriétaires institutionnels. Donc, on est sur du locatif. Au niveau de la répartition géographique de notre marché, donc là, sans surprise, on est aussi sur un marché qui est solide au niveau de sa ventilation géographique, avec, comme je le disais, sans aucune surprise, 2/3 des mètres carrés placés qui sont dans l'Est lyonnais et 1/3 dans l'Ouest lyonnais, si nous intégrons dans l'Ouest lyonnais l'intramuros. Voilà, 67% pour être précis sur l'Est, 33% sur l'Ouest, avec une nouvelle fois quasiment 1 mètre carré sur 2 placé sur la première couronne Est. Ça, c'est une petite différence avec nos camarades parisiens qui, eux, ont l'essentiel de leur marché en seconde couronne. Nous, l'essentiel de notre marché est sur la première couronne. On est véritablement sur un marché de province, un marché de région. Je vous propose de nous attarder également sur la part du neuf, sur la ventilation neuf ancien. Et là, nous constatons que l'année 2020 a observé une baisse la part du neuf dans les transactions. Là, je ne suis pas sur le marché, sur le parc que nous avons à commercialiser, le stock. Là, nous sommes bien toujours sur la transaction. Et nous avions vécu des années 2018-2019 qui avaient été en augmentation par rapport à la moyenne décennale sur la part du neuf, à comparer à la part de l'ancien, parce que nous étions en présence de parts d'activité qui avaient été développées, qui avaient été produites, qui arrivaient sur le marché, qui étaient plutôt de bonne facture et qui fonctionnaient bien. En revanche, nous sommes heurtés à un déficit d'offres, justement, sur ces parts d'activité. Nous avons finalisé quelques parts d'activité, mais je dis bien finalisé, donc nous étions en coup de programme. Et donc le neuf a porté seulement sur 16% de la demande placée jusqu'à présent. Voilà. Le 4e trimestre va aussi voir de nouvelles transactions dans le neuf. On devrait finir sur 16-20% de part du neuf sur l'année 2020. Attardons-nous à nouveau sur la location, sur la répartition location-vente, et cette fois-ci sur l'ensemble des transactions. Tout à l'heure, j'avais fait un comparable sur les grandes transactions, sur les segments qui étaient plutôt en forme. Et là, nous constatons que nous sommes orientés à 57% sur le locatif, à 43% sur les ventes. Les ventes avaient été plutôt en progression les années précédentes. Ça, c'est l'accès au crédit qui était de plus en plus facile. Les taux de plus en plus bas. Nous constatons, nous traduisons cette augmentation du locatif plus par l'incertitude que nous avons vécue en 2020 et donc l'incertitude sur les décisions avec une flexibilité évidemment supérieure quand on est sur du locatif. Au niveau du parc, les mètres carrés placés, à voir si tu le veux bien. Voilà. Donc là, par contre, il y a un phénomène qui s'est accentué encore cette année, puisqu'on est sur un parc, donc il n'y a pas lieu de constater ça sur 12 mois, c'est bien le parc actuel, le stock. On est toujours en baisse au niveau du parc, et ça va de pair avec effectivement un marché qui se porte bien et un déficit de production, notamment de production dans le neuf. Si vous constatez, c'est que traditionnellement, nous disions que notre marché était à l'équilibre quand nous avions un stock de 2 ans, correspondant à 2 ans de mètres carrés placés. Là, on se rapproche très sensiblement à un équilibre 1 an de disponibilité versus les mètres carrés placés. Et au niveau des loyers, donc je vous ai dit qu'on était sur un marché qui se portait bien. Donc ça doit avoir une incidence sur les loyers. Et nous constatons, Grégoire, si tu le veux bien, voilà, ça va arriver, voilà. Et nous constatons effectivement une hausse au niveau des loyers, donc hausse mesurée, mais hausse tout de même au titre de l'année 2020. Et ça va, comme je le disais, de pair avec la baisse du stock. Voilà ce qu'il en est au niveau des différents indicateurs, des principaux indicateurs du marché à utilisateurs lyonnais. Je vais céder la parole à notre ami Simon Pierre pour le marché de l'investissement. Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir au travers de ce webinaire. Je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet. Ce qui est intéressant de noter au T3 2020, je pense sur les volumes, c'est la bonne forme malgré la situation sanitaire du marché de l'investissement sur le segment des locaux d'activité et industriels. Parce que en 3 premiers trimestres, on a fait largement plus que la moyenne décennale, ce qui démontre bien qu'il y a un appétit qui est toujours présent en fonction des différents segments par les investisseurs institutionnels ou des investisseurs un peu plus petits. On est sur quasiment 500 millions transactés au T3, mais il y a beaucoup de choses qui sont en cours de transaction d'ici la fin de l'année, avec certains gros volumes qui vont être transactés officiellement d'ici la fin de l'année, ce qui va faire quand même largement grimper le volume. On pourrait parler rien que du portefeuille Proximity qui est en cours d'acquisition par Blackstone, avec une valorisation sur la France qui dépasse largement les 150 millions.
Donc forcément, on va avoir un effet rattrapage sur le quatrième trimestre. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que de façon assez classique, ce sont les actifs supérieurs à 3000 m² qui attirent le plus d'investisseurs et qui sont le plus transactés. Cela notamment vient du fait des volumes d'investissement, car même s'ils sont en hausse, on a toujours de temps en temps des problématiques à attirer des investisseurs un peu plus gros sur des volumes qui sont parfois considérés comme trop petits. En parlant du panier moyen, c'est intéressant de noter qu'à la même période l'année dernière, le panier moyen était plutôt aux alentours de 4,7-5 millions d'euros et qu'aujourd'hui on dépasse les 6 millions. C'est assez intéressant à suivre. Il y a un effet prix, évidemment, mais il y a aussi un effet de taille qui commence à jouer. Après, sur la répartition géographique, on va passer à la slide suivante. Je pense que c'est surtout là où c'est intéressant. On voit que les montants investis en Île-de-France au T3 2020 sont plutôt en recul parce qu'on comptabilise une Île-de-France à 37% versus une part prépondérante à plus de 50% de la région. Ça vient majoritairement du fait que les gros volumes, avec notamment pas mal de dossiers qui sont en cours en Île-de-France, vont être traités sur décembre. Donc il y a l'effet rattrapage dont je parlais sur les volumes va toujours se faire au niveau aussi de la répartition géographique. Il y a quand même aussi plusieurs portefeuilles qui ont été transactés au cours de cette année et c'est une tendance qu'on voit assez bien depuis quelques temps où en fait sur les différents portefeuilles, il va y avoir une petite partie Île-de-France et puis on va aller mixer avec de la région. Ça démontre aussi l'appétit des investisseurs sur la région, l'appétit d'investisseurs sur le marché lyonnais, le marché lillois, comme on l'a vu dans la mais il y a aussi pas mal d'autres grosses agglomérations régionales, on va dire, qui sont assez trustées par certains investisseurs qui vont aller développer des petits parcs d'activités. Et ça booste cette part régionale. Je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Un effet marquant des 3 premiers trimestres, contrairement aux années passées, c'est le manque de gros volumes. On n'a pas eu de transactions à ce stade de plus de 50 millions d'euros qui ont été passées. Certaines, comme j'en ai parlé avec Proximity, vont arriver durant le 4e trimestre, mais ça c'est un effet assez surprenant cette année. On va voir ce qui se passera l'année prochaine, mais c'est vrai que les gros volumes qui ont été transactés, il y en a pas eu cette année. 2 portefeuilles ont été transactés à plus de 40 millions, mais on revient sur des volumes qui sont un peu plus classiques, en tout cas qui correspondent beaucoup plus au tout venant classique. Maintenant, on va étudier un peu qui sont les top investisseurs. Alors une fois de plus, c'est une image au T3. Ce sera intéressant. On vous présentera le bilan à la fin d'année pour que vous compreniez bien comment les choses évoluent. Les acteurs français sont majoritaires au T3 et il va y avoir un retournement d'ici la fin de l'année avec Blackstone notamment qui s'est porté quand même acquéreur de pas mal de portefeuilles. Je parlais de Proximity, j'en reviens à ça, mais quand vous avez plus de 150 millions en un portefeuille qui sont transactés, forcément ça peut changer complètement la couleur de ce marché. Ce qui est intéressant, c'est que Blackstone a quand même acheté 2 autres portefeuilles, notamment le portefeuille MIA. On peut voir les acteurs français comme Arc Eiffel, Atlan ou Magellan qui ont été assez actifs sur le marché depuis le début de l'année avec des parcs en Île-de-France et en région. Et ça permet d'avoir un effet cocorico qui est assez sympa à voir et qui change un petit peu du marché logistique et de l'historique du marché industriel. Les taux, maintenant, c'est pas une grande surprise. Aujourd'hui, au T3, on communique toujours un taux prime à 5%. Il va y avoir une compression d'ici le 31 décembre. Alors, cette compression, elle va être actée majoritairement par des acteurs institutionnels qui vont aller acheter des bâtiments qui sont assez conséquents en termes de taille. C'est souvent des bâtiments qui font plus de 4-5 000 m². Et ce sont des bâtiments qui sont excessivement bien situés. On a vu dans la presse le communiqué de Prologis. Ce sont des bâtiments qui rentrent majoritairement dans le marché industriel parce qu'ils ne sont pas soumis aux ICPE. Et ce sont des bâtiments qui sont souvent en intra 86 ou alors qui longent la 86.
Ces sites-là sont considérés comme majoritairement sous-loués avec des gros potentiels de création de valeur sur le court terme et donc permettent à des investisseurs, plutôt gros investisseurs institutionnels, d'aller compresser les taux sur ces actifs-là parce que on va aller jouer sur la tendance de la logistique urbaine, pardon, et sur des croissances de loyers qui ont explosé en première couronne parisienne depuis un certain temps. Donc forcément, ça entraîne des compressions de taux. Il y a des dossiers qui sont en train de se signer ou qui ont été signés entre 4,50 et 4,70 sur des bâtiments industriels en Île-de-France. Alors pour l'instant, je parle bien de l'Île-de-France. C'est pas encore un mouvement qu'on a vu sur le marché lyonnais, mais ça va y venir forcément à un moment donné. À partir du moment où les investisseurs vont trouver des bons produits qui correspondent à leur cahier des charges, on verra ça aussi en région. C'est vrai que pour l'instant, ça c'est un mouvement qui reste concentré quand même sur la région Île-de-France. Ce qui nous fait dire quand même que sur les taux, on parle d'un taux prime qui va se compresser d'ici la fin d'année, probablement aux alentours des 4,70. Mais on va vraiment être sur un marché qui va être à deux vitesses. Il y a vraiment la vitesse de la première couronne Île-de-France avec un énorme appétit et une très forte concentration et une très forte compression des valeurs là-bas. Et après, on va avoir les autres marchés régionaux sur lesquels on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs, même sur des actifs qu'on va considérer prime, des clés en main, neufs, standards, très bien loués. On va avoir des spreads de taux qui sont assez importants. On anticipe encore des compressions de taux pour l'année prochaine, à voir réellement sur ce que le marché va être capable de proposer en termes de produits, mais cette tendance des deuxièmes couronnes parisiennes est quelque chose qu'on voit s'accélérer depuis quelques mois et qui devrait continuer en 2021 et 2022 puisqu'on reste sur un segment qui est particulièrement porteur sur ces bâtiments très urbains. Maintenant, je repasse la parole à nos deux experts. Merci, c'est Simon Pierre. Donc voilà, donc pour poursuivre, nous vous invitons à nous pencher sur des éléments un peu plus de contexte. On parle beaucoup d'industrie du futur, donc on va plutôt parler de la nouvelle industrie, parce que c'est l'industrie de maintenant. Et nous souhaitions revenir sur des éléments de contexte pour expliquer pourquoi aujourd'hui il faut s'intéresser de très près au monde de l'industrie. Voilà. Donc l'industrie française aujourd'hui a un nouveau visage, c'est que le modèle historique qui était de fabriquer tout ce qui était à forte valeur ajoutée sur notre territoire et de faire tout le reste ailleurs est complètement dépassé. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui s'est transposé en production à proximité immédiate des centres de consommation. À ceci, il y a plusieurs facteurs qui ont emmené les différentes industries à aller sur ces périmètres-là. Donc, il y a l'automatisation de l'outil de production, ce qu'on appelle la smart révolution, qui permet d'avoir des gains de production assez réels. Un autre facteur est que les pays low cost sont de moins en moins low cost sur différents critères, des critères de transport, critères de hausse des salaires, etc. Il y a un troisième phénomène que l'on appelle la personnalisation de masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on achète des biens de plus en plus personnalisés. Et donc, ça induit une proximité obligatoire entre le lieu de production et le lieu de consommation. Un quatrième phénomène qui, lui, est très important dans le monde de l'industrie, qu'on appelle le serviciel. Parce qu'aujourd'hui, un industriel qui vend un produit va vendre également un service dédié à ce produit-là, un service qui est facturé. Voilà, donc le serviciel, et ça, il y a une augmentation de la valeur ajoutée assez forte à ce titre-là. Et cette hybridation impose également une certaine proximité. Cinquième critère qui est un critère de prise de conscience collective qui vise la réduction de l'empreinte carbone. Ça sera véritablement le critère différenciateur produit de demain. Voilà, quelle est l'empreinte carbone du produit que je consomme? Et évidemment, le dernier critère qui était beaucoup mis en avant à la suite de cette crise sanitaire, c'est l'indépendance économique de notre pays. Voilà. Je voulais revenir très rapidement sur la place de l'industrie dans l'économie et pourquoi s'intéresser à l'industrie est aussi important et stratégique. Tout d'abord, premier élément de réponse, c'est qu'on est sur un secteur qui intéresse de plus en plus les jeunes. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a eu plus 100 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. On est sur un secteur d'activité qui rémunère mieux que les services et qui surtout propose des progressions de carrière bien plus intéressantes, bien plus rapides. Justement, en termes de progression de l'emploi dans l'industrie en France, on a comparé deux cartes. La progression de l'emploi en 2009, donc assez traditionnellement, quand c'est rouge, c'est qu'on nous perdions de l'emploi industriel, et la carte en 2019 qui, comme on peut le voir, est devenue verte. Donc nous sommes en progression au niveau de l'emploi industriel sur quasiment tout le territoire. Je parle beaucoup de territoire, en fait, je vise les régions.
que 87% de l'industrie est aujourd'hui en région. En revanche, notre industrie a toujours un petit peu de retard, et notamment au titre de l'automatisation que j'évoquais précédemment. Le curseur en termes d'automatisation, c'est le nombre de cobots, robots collaboratifs, pour 10 000 employés. En France, nous avons un indice qui est à 154 cobots pour 10 000 employés, versus l'Allemagne où ils en sont à 338, et nous sommes même derrière l'Italie à 185. Nous verrons que ça, c'est un critère qui est très important si on veut garder notre compétitivité, voire gagner notre compétitivité industrielle. La part de l'industrie a beaucoup décru depuis une trentaine d'années dans la part de l'industrie dans le PIB, puisque nous en sommes aujourd'hui à 12%, versus 22% en Allemagne, 25% en Suisse. Donc là, on voit qu'il y a un retard français à combler, et il y a énormément d'efforts qui sont faits dans ce sens-là. En revanche, il reste tout de même des paradoxes. C'est-à-dire que le taux de chômage, comme l'a évoqué Thierry tout à l'heure, aujourd'hui, nous en sommes à 9%, et en même temps, nous sommes en pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie. Et ça, c'est un critère qui est assez important, parce que nous constatons que les pays qui sont considérés en plein emploi dans le CDE ont tous une part de l'industrie supérieure à 20% de leur PIB. Et donc voilà pourquoi il y a énormément de mesures gouvernementales qui sont mises en place pour essayer de remonter cette part de l'industrie dans le PIB national, parce que dans un momentum de réforme des traites, vous avez compris que c'est assez important d'arriver vers une situation de plein emploi. Autre chose, l'industrie, c'est 80% des exportations françaises. Donc on voit que c'est un socle très fort au niveau du rayonnement de notre territoire à l'international. Élément important également, nous sommes sur une industrie française qui est très innovante, puisque quand on prend 100% des dépenses R&D qui sont faites en France, 78% sont adressés au monde de l'industrie. Et d'ailleurs, nous avons une région qui est la région Île-de-France, qui est l'une des premières régions au monde en termes d'investissement R&D. Voilà. On a des curseurs qui sont très poussés en matière de recherche et développement. L'élément que j'aime à donner à chaque fois, c'est qu'un emploi industriel génère 3 emplois dans le service, directement. Et aujourd'hui, le ratio qu'on utilise est plutôt de dire un emploi dans l'industrie génère 5 emplois induits. Et dernier élément, et qu'on aime à dire également, qui explique l'attractivité de la France en matière industrielle, c'est que selon EY, nous avons le meilleur rapport en Europe entre compétences, productivité et coût horaire. Voilà, ça c'était pour implanter un petit peu le décor du dynamisme de notre industrie. Je vous propose d'aller chercher un petit peu des indicateurs qui peuvent lier l'automatisation de l'outil de production, on a vu que c'était stratégique, c'était très important, avec des critères immobiliers, parce qu'on est aussi là pour parler d'immobilier. Donc, première idée est de dire que quand on automatise l'outil de production, on réduit de l'emploi. C'est pas vrai. C'est-à-dire que selon Trendéo, qui a analysé, qui a scanné tous les projets de modernisation de l'outil de production depuis 10 ans, 97% de ces projets de modernisation de l'outil ont été créateurs d'emplois supplémentaires. Et donc ça nécessite de repenser les espaces. Le ratio est de 10 emplois créés pour 1 emploi supprimé à l'occasion de ces opérations de modernisation de l'outil de production. Dans un cas sur 2, l'acquisition de nouvelles machines, donc de modernisation, a été liée à une problématique immobilière qu'on a conditionné la réalisation. Donc je tourne ça autrement. S'il n'y avait pas de solution immobilière, ça aurait été beaucoup plus compliqué de moderniser l'outil de production. Ratio important également, quand on prend un investissement, on va dire, de 10 millions d'euros, on sait que 5 millions d'euros sont consacrés à la modernisation de l'outil de production et 5 millions d'euros sont consacrés à l'immobilier, de manière directe en acquisition ou indirecte à travers du locatif. Et surtout, très intéressant également, là on adresse uniquement les ETI et les grands groupes. En moyenne, ces typologies d'entreprises, quand elles modernisent leur outil de production, elles consomment 3300 m² supplémentaires. Donc là, on est bien sur des comparables entre modernisation de l'outil de production et immobilier. Après, il y a un débat assez fort entre relocalisation et réindustrialisation. Donc, on voulait revenir rapidement sur ces notions-là. Grégoire, si tu peux passer au slide. Voilà, merci. Voilà. En fait, il y a différents phénomènes, différents facteurs qui poussent en facteur de la relocalisation. C'est rapatrier la production qui est ailleurs aujourd'hui. Donc, il y a un débat sur la souveraineté. On en a beaucoup parlé pendant l'épisode Covid. Un débat évidemment sur la réduction de l'empreinte carbone. Ça, c'est assez évident pour tout le monde. Un débat économique. On a beaucoup parlé on va dire, des chaînes de supply chain qui étaient en panne, avec des congestions pendant l'épisode sanitaire. Et également, il y a le Vox Populi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides publiques qui sont en train de se mettre en place pour inciter les industriels à rapatrier la production. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 8% des industriels aujourd'hui pensent rapatrier la production. En revanche, 32% pensent avoir recours à de la sous-traitance pour faire revenir sur le territoire une partie de leur industrie. Après, il y a d'autres facteurs qui sont plus en faveur de la réindustrialisation, facteurs d'innovation, on en a parlé tout à l'heure, on est très moteur en l'espèce, pardon.
Les écosystèmes également, les clusters de compétences qui permettent de mutualiser des moyens et d'avoir aussi des achats plus responsables. Le système éducatif de formation, on est l'un des premiers systèmes au monde en termes de qualité de formation, avec des vraies locomotives industrielles également, souvent membres du CAC 40, qui a l'effet marketing, bien sûr. Tout à l'heure, Thierry en a parlé. On parle du Made in France, la personnalisation de notre consommation. Il y a également une fragmentation des chaînes de valeur dans les services, et là, on touche le social. Une chose dont on parle beaucoup moins, quand on parle de délocalisation, on parle beaucoup de délocalisation industrielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a une certaine délocalisation qui se produit dans le monde du service. Voilà. Et donc, la proximité entre l'industrie et les services est très importante, et c'est pour ça qu'il faut renforcer l'industrie sur notre territoire au titre de la cohésion territoriale. Je vous renvoie aux épisodes Gilets jaunes qu'on a connus juste avant l'épisode sanitaire. Voilà. Donc aujourd'hui, de manière générale, notre industrie va être plus locale, va être plus durable, plus digitale et surtout plus responsable. Et en matière industrielle, il faut que nous, acteurs de l'immobilier, on soit présents, on anticipe un certain nombre de choses pour pouvoir accueillir très rapidement ces projets-là. Donc, il faut anticiper les projets, c'est-à-dire préparer les plateformes Read and Play en avance avec des procédures déjà réalisées. Il faut qu'on sache les accompagner, fluidifier le changement que la plupart de nos industriels s'apprêtent à enclencher, avec un meilleur pilotage de l'ensemble des procédures administratives. Là, on vise le côté service de notre industrie. Bien évidemment, notre immobilier doit être plus vert pour être conforme au plan climat, avec une réduction de 81% des rejets des gaz à effet de serre. Et surtout, et ça c'est un vrai débat, l'accompagnement au réemploi des sites libérés. L'industriel qui va vers un outil immobilier plus vert, il va très certainement libérer un site industriel qu'on va assez rapidement qualifier de friche. Il faut qu'on soit bien meilleur sur le réemploi de ces différentes friches. Simon Pierre est intervenu juste avant sur le marché de l'investissement dans le marché de l'industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les investisseurs immobiliers privés, en fait, sur la totalité des montants investis en immobilier entreprise en France en 2019, seulement 3% de ces montants ont été investis en immobilier industriel. Donc là, bien évidemment, il faut qu'on travaille à massifier ces investissements pour les réorienter dans le monde de l'industrie. Voilà. Et j'invite également l'ensemble des intervenants du monde de l'immobilier industriel à surfer sur la vague des territoires d'industrie avec les promesses de sites clés en main. Et Thierry va vous en parler tout à l'heure. Donc, le fait de préparer le terrain va nous permettre justement d'accueillir quelques projets, et on a choisi d'en montrer deux aujourd'hui. Donc, le premier, en fait, c'est une joint venture, et ça, c'est assez courant aujourd'hui dans la nouvelle industrie d'avoir des joint ventures entre plusieurs groupes. Là, en l'occurrence, on est en présence de Chamatex, c'est un sous-traitant sur du textile technique et qui s'associe à Salomon, Millet, Babola, donc trois marques assez connues, pour rapatrier sur le territoire national, et on est vraiment sur une notion de territoire parce que nous sommes en Ardèche, une activité de fabrication de chaussures de sport. Voilà. Donc là, ils ont travaillé sur une mutualisation des capacités de production, Salomon, Millet, Babola et Chamatex, pour construire une usine avec un montant d'investissement de 10 millions d'euros, un bâtiment assez modeste de 2000 m², décarboné, qui va permettre une meilleure digitalisation de leur industrie, qui va évidemment être archi-automatisée. Et j'ai voulu montrer cet exemple parce qu'on n'est pas sur un exemple de gigafactory, ces fameux gigafactory qui animent, on va dire, la presse économique actuellement. Là, on est plutôt sur le small and beautiful. On n'est pas sur un déséquilibre d'un bassin d'emploi avec des projets à 1000, 2000 emplois. On est sur une cinquantaine d'emplois directs et comme on l'a vu tout à l'heure, très certainement 200 emplois induits, indirects. Voilà. Et Thierry, je vais te laisser la main sur le projet qui est plutôt typé de nouvelles industries et qui, pour le coup, est une belle référence JLL. Merci, Olivier. Merci. Ah, j'ai un écho, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tout le monde l'a. Grégoire, tout va bien? Tout va bien. Bon, alors, je voulais vous parler de cette usine-là. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse d'ores et déjà. Olivier disait que small is beautiful. J'allais vous dire que bigger is beautiful too. Et même si là, encore une fois, on ne parle pas de Gigafactory non plus. Mais le projet, il est plutôt sympa, comme vous voyez là. Il donne un exemple de deux choses. Et Olivier parlait aussi d'archi-automatisation. Alors là, on est vraiment dans le must de l'archi-automatisation. Et c'est un exemple parfait des nouvelles activités émergentes. Alors, on a été ravis, nous, JLL, d'accompagner ce projet. On peut vous en parler parce que effectivement, on le connaît bien. C'est un sujet qui a été un peu long à émerger. Maintenant, il est en cours de construction. On a participé là à beaucoup de choses dans tout le process décisionnel d'Insect.
Et ça passe bien évidemment par le choix et l'implantation du site, la transaction foncière, bien évidemment. Ça passe par la définition du cahier des charges, ça passe par le dimensionnement, l'étude du dimensionnement du bâtiment, ça passe par l'avant-projet sommaire. Ça parle également, on a également choisi le contractant le général et la maîtrise d'ouvrage générale sur cette opération. Alors, elle est très symptomatique. C'est la première grande usine Île-de-France. Il y a un téléphone là qui m'agresse, que je vais couper si je peux. Pardon. Voilà. Et ce projet, donc là, est en cours de livraison. C'est aussi, c'est votre avenir, hein, tout simplement, parce que là, pour ne pas trop vous inquiéter, ces protéines d'insectes, elles ne sont pas destinées pour l'instant à vos assiettes ni à vos restaurants. Elles sont plutôt destinées à la consommation animale. Enfin voilà, un exemple qui nous paraissait assez intéressant de ce qu'on peut considérer comme étant un exemple assez parfait de l'industrie de demain. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le plan de relance sur cette infographie un peu résumée. Ce plan de relance, tout le monde en parle, personne ne sait véritablement ce qu'il y a dedans. Alors comme vous le voyez, vous avez trois grands axes qui sont des axes de compétitivité et innovation. Vous avez des axes de transition écologique et le troisième axe porte sur la cohésion sociale et territoriale. Territoire dont on va parler un peu plus après. Et 35 milliards sont donc consacrés à la compétitivité et à l'innovation. Dans cette première partie, financée, comme vous le savez, à hauteur de 100 milliards, vous avez notamment, et on va revenir dessus, sur le développement industriel sur les territoires qui représentent 1 milliard d'euros. Juste pour votre information, dans la transition écologique, vous verrez que l'investissement qui est mis sur les transports, sur la rénovation énergétique des bâtiments, va aussi induire une activité soutenue dans notre monde industriel, également la transition bien évidemment énergétique. L'emploi et la formation dans le troisième axe sont aussi des critères essentiels. Vous avez également la recherche. Le R&D qui évoquait tout à l'heure aussi, notamment Olivier, qui vont bénéficier de la majorité des capitaux de ce troisième axe. Alors, on va essayer de vous détailler effectivement ces territoires d'industrie. Vous les connaissez, il y en a 148 à peu près aujourd'hui. Ces territoires d'industrie, ce qui est amusant quand on regarde cette carte, c'est que par opposition à la logistique, qui est plutôt crantée sur la dorsale, comme vous le savez, on voit que ces territoires d'industrie recouvrent à peu près, sont éclatés sur l'ensemble du territoire français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va pas vous détailler les 20 mesures, on va en détailler certaines, et notamment, on va surtout vous parler du PAC rebond, qui est une des mesures destinées justement à créer de l'activité sur ces territoires d'industrie, avec une enveloppe aujourd'hui, donc à dépenser jusqu'en 2023, c'est demain, à hauteur d'1,360 milliard d'euros. Alors, au travers de ces 20 mesures, je vais vous détailler particulièrement, alors juste un petit mot, j'oubliais, sur ces 148 territoires référencés. En ce qui nous concerne, sur l'Île-de-France, il y en a quand même 9. Donc on n'est pas totalement, comme vous le voyez, même si vous avez une cohésion territoriale qui s'affiche sur la carte, l'Île-de-France, quand même, en obtient un petit peu, même dans une moindre mesure, compte tenu, bien évidemment, des disponibilités. Alors, ce PAC rebond dont je vous parlais, qui va donc bénéficier à ces territoires d'industrie, est composé en fait de 5 mesures. Vous avez essentiellement ce qu'on appelle les sites clés en main. Je vais y revenir un petit peu après. Vous avez également un travail qui est fait sur la partie recrutement. La partie recrutement, au travers de ce qu'on appelle des VTE, ça s'appelle des volontaires territoriaux, c'est-à-dire des jeunes diplômés qui, en fait, vont aller dans ces territoires d'industrie, vont être embauchés par des entreprises qui, elles-mêmes, vont être subventionnées dans le cadre de ce plan de relance et qui vont accéder à des niveaux de responsabilité un peu plus rapidement que les autres. C'est le challenge, c'est le challenge pour que justement ces volontaires puissent se répartir un petit peu en région. Je reviendrai après donc sur la partie plus importante qui sont les clés en main. Vous avez également des sites pilotes sur lesquels on va faciliter notamment l'évolution écologique sur ces sites-là. Vous avez une aide également dans ce PAC rebond sur l'ingénierie et la relocalisation industrielle.
Cette ingénierie qui était une des ingénieries les plus reconnues dans l'Europe est un levier, bien évidemment, du développement économique local et notamment sur les villes moyennes qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Alors, sur ce slide, tu peux rester là-dessus, s'il te plaît. Quel était le constat? Comme le disait très justement Olivier, un emploi industriel crée 3 emplois de service. Donc tout ça, c'est une chaîne qui est hyper importante, mais il faut effectivement commencer par aider le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire l'industrie. Donc le constat était de dire que la majorité des entreprises étaient installées effectivement en dehors des grandes agglomérations. Il y a une logique bien évidemment économique, il y a aussi une logique sociétale au fait que les grandes agglomérations ont vu perdre un peu leur tissu industriel. Elle se concentre sur les 200 villes moyennes à peu près en France. Le tissu historique de la France, et comme on l'évoquait là, celui qui résiste le mieux, c'est bien celui des établissements de taille intermédiaire et des PME. Et on s'aperçoit qu'il faut rééquilibrer bien évidemment les territoires pour que tous retrouvent à peu près une cohérence de dynamique. Alors ces axes-là sont développés dans ce cadre-là. Avec trois critères qu'il faut que vous reteniez, c'est le recrutement, j'évoquais tout à l'heure ces nouvelles aides à la formation. Innover, bien évidemment, c'est ce que vous avez évoqué, Olivier, notamment sur l'ingénierie, les savoir-faire et les compétences. Décarboner, on l'a évoqué. Et bien évidemment, attirer au travers des offres foncières les projets des collectivités, les projets des industriels et les investissements étrangers. Revenons un petit peu sur cette traduction sur la partie qui nous concerne tous immobilière. Vous avez d'abord une simplification des process avec un guichet unique, notamment pour les entreprises étrangères souhaitant s'implanter. Donc là, on facilite le process d'intégration, d'identification des opportunités. Vous avez également un financement direct de 100 millions par an pour financer l'immobilier des entreprises et des industriels. Et vous avez un fonds friche qui est débloqué là aussi par la Banque des Territoires et qui aujourd'hui se compose de 300 millions d'euros destinés aux requalifications de fiches industrielles avec toujours une sortie qui sera dans le domaine de l'industrie. Il n'y aura pas donc de changement d'affectation de ces friches industrielles et ces sites clés en main. Alors, sur ces sites clés en main, l'idée c'est de purger, l'idée c'est la rapidité en fait. C'est de purger les sites de toute contrainte administrative. Il y en a maintenant, alors il y en avait 5 en juillet en Île-de-France, et puis on voit que véritablement le gouvernement a pris la mesure des choses, l'État et la région ont pris la mesure des choses également sur l'Île-de-France, puisque 5 en juillet, on est aujourd'hui à 26 sites identifiés comme ces sites clés en main sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc on a des opportunités foncières dans une région, comme vous le savez, sur laquelle le foncier devient rare, donc le foncier devient cher. Donc c'est véritablement une soupape de sécurité. Ces sites clés en main, c'est une soupape sur la possibilité d'implantation en termes de sites industriels majeurs. Et je suis particulièrement heureux, effectivement, de saluer là-dessus la prouesse de l'Île-de-France, qui a recensé assez rapidement ces 26 possibilités de sites clés en main. Voilà, donc une fluidité des process, une accélération, bien évidemment, des autorisations, un frein sur les contraintes environnementales devrait tout ça déclencher un petit peu, donner un appel d'air à nos industriels, notamment dans cette nouvelle industrie qui émerge. Alors, il faut juste noter qu'en fait, cette prise de conscience de l'État, elle est pas immédiate, elle n'est pas récente, elle est simplement accélérée c'est une accélération des tendances de fond, et cette accélération est liée justement à la crise que nous traversons et dont les industriels vont, je pense, positivement profiter. Merci. Grégoire, je te repasse la parole. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour ce webinaire très intéressant sur l'industrie, qui est donc un industriel, qui est un actif d'avenir. Voilà, on est just in time, donc je vous libère. Je vous donne rendez-vous probablement fin 2020 ou tout début 2021 pour un nouveau webinaire sur l'industriel. Merci beaucoup pour votre attention et merci encore à nos 3 intervenants pour votre intervention très intéressante aujourd'hui. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end à tous et à très bientôt.